Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à New World Forum de ce jour, consacré à la médiation des conflits dans le contexte des sociétés africaines qui cherchent de plus en plus dans la privatisation des rapports sociaux une alternative à la chose publique. La médiation dans les conflits prend des proportions de plus en plus grandes. Le médiateur est-il devenu le nouveau sorcier d'une société en désarroi? C'est ce que nous allons voir avec notre invité. Olive Ayena, bonjour. Bonjour, Monsieur Gilles Boucan. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en médiation des conflits. Vous êtes togolais de la diaspora au Canada. Oui. Vous êtes un des leaders du Conseil des jeunes pour le développement au Canada où vous résidez depuis plusieurs années. Hein? Oui. Ça fait 15 ans que je suis au Canada. Et bon, je suis juriste de formation et éthicien. Et plus tard, j'ai fait des études de médiation que je pratique maintenant. Et qu'est-ce qui vous a poussé vers les études de médiation? Disons que de plus en plus, comme vous l'avez dit dans votre introduction, les mots traditionnels de résolution de conflits sont inefficaces face à certains types de conflits. Donc, par mot traditionnel, je veux dire la justice, et l'arbitrage et tout ça. Si je peux m'exprimer ainsi, face à certains conflits, les conflits généralement larvés ou communautaires, il faut une tierce partie neutre. Et c'est dans cet esprit que la médiation est née. Maintenant, on se rend compte que la médiation touche même le commercial et tout et tout. Ça a le mérite de simplifier le conflit et de redonner la parole aux parties. De régler les problèmes à l'amiable. À l'amiable. Contrairement au juge qui est sur son piédestal et qui tranche, la médiation est beaucoup plus conviviale, plus humaine. C'est la face humaine de la justice. Comme les juges le disent souvent, une mauvaise médiation vaut mieux qu'un bon procès. Hein? Voilà. Alors, dans ce contexte-là, ça veut dire que la médiation prend une place de plus en plus importante dans nos sociétés. Oui. Parce que les conflits deviennent plus nombreux ou les conflits sont beaucoup plus complexes. Les conflits sont de nos jours beaucoup plus complexes. Si je prends un exemple typique de la crise actuelle. Et la crise politique au Togo. Moi, je dirais la crise socio-politique. Parce que cette crise, elle est née d'abord d'un point de vue social avant de se verser sur le côté politique. Quel juge gère ça? Comment on peut gérer une crise pareille? Il faut nécessairement passer. C'est sûr qu'il y a la partie de la justice alternative qui va intervenir avec la responsabilité des deux parties et voir. Mais une crise comme ça ressort du domaine de la négociation, de la facilitation. D'ailleurs, je saisis l'occasion pour faire une petite nuance. Parce que j'entends les gens dire la médiation, mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, ce n'est pas techniquement, je parle d'un point de vue technique, ce n'est pas une médiation, c'est plutôt une facilitation. Donc il y a une nuance entre facilitation et médiation. Voilà. Les quatre modes alternatifs de résolution de conflits sont la facilitation, la médiation, et la conciliation et l'arbitrage. Et chacun a un domaine assez spécifique. Bon, la facilitation recherche un accord. C'est le rôle du facilitateur d'essayer de trouver un accord à l'issue de la rencontre avec les parties. Le médiateur n'a nécessairement pas l'obligation de trouver un accord entre les parties. Le médiateur écoute les parties, il voit les besoins des parties. Son rôle principal, c'est de faire comprendre aux deux parties les besoins spécifiques inhérents au conflit des deux parties. C'est-à-dire, maintenant je comprends à l'issue de la médiation ce qui t'a fait mal ou bien ce qui a occasionné ce conflit. Et tu me comprends aussi dans mes besoins. Maintenant, si on veut trouver un accord à l'issue de ça, c'est normal. Si on ne veut pas, si le désaccord est tellement profond
qu'il n'y aura pas d'accord, c'est pas grave non plus. Donc le médiateur aide beaucoup plus à renouer le fil Voilà, de la communication. Le fil de la communication entre les deux parties. Ce qui n'est pas le cas du facilitateur. Ouais. Parce que le facilitateur doit sortir avec un rapport. En ce sens. Et donc vous avez parlé de conciliation et puis d'arbitrage aussi. Oui. Mais en Afrique, on voit la plupart du temps, ce sont les deux premiers mots qui sont utilisés, à savoir la facilitation et la médiation. Oui, l'arbitrage est beaucoup plus commercial. C'est une mode alternative de résolution de conflits, mais beaucoup plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'arbitrage dans d'autres types de conflits, mais c'est plus commercial. Et l'arbitre, comme on le dit, l'arbitre sanctionne, l'arbitre tranche. L'arbitre est désigné par un juge, ou ça dépend des législations, mais la plupart par un juge qui analyse les faits présentés par les deux parties et prend une décision, il prend une position. Maintenant, il doit le faire par impartialité. Et là, on tombe aussi dans un autre cadre, impartialité versus neutralité. Oui. Contrairement au facilitateur qui doit être neutre, l'arbitre est impartial. Mais la neutralité du point de vue de l'humain, oui. Est-ce que cela est possible, hein? L'être humain qui est chargé de ses sentiments, de son histoire, est-ce qu'il est capable de faire preuve de ce que les sociologues appellent de distanciation? Est-ce qu'il peut être neutre? Oui. Cette neutralité axiologique. Vous sortez un vrai problème philosophique et qui fait toujours débat. Il faut faire la part des choses aussi là-bas. Être neutre ne veut nécessairement pas dire ne pas avoir des sentiments ou ne pas vivre ce que l'autre a vécu. Mais maintenant, un bon, j'allais dire négociateur, un bon médiateur, un bon facilitateur a cette capacité, il est formé du moins à avoir cette capacité de taire ses propres émotions. En écoutant les autres, il doit gérer les émotions d'abord, les émotions des parties, et ensuite ses propres émotions. Parce que n'oubliez pas, quand vous commencez à vous approprier les émotions de l'autre, vous êtes en train d'aller sur le terrain du jugement. Parce que quand vous appropriez un sentiment, là, vous mettez un filtre et votre neutralité va faire défaut. Donc, la formation, c'est ça. Il y en a qui disent qu'on ne peut pas, que tout le monde ne peut pas être médiateur ni facilitateur. Oui, mais justement, ça m'amène à vous poser une question qui est un devoir de première année de psychologie qu'on a bien posé. Peut-on dire que tout homme est médiateur ou facilitateur? Non, mais tout homme peut être médiateur jusqu'à un certain degré. Et je dirais que tout homme le fait. Si vous êtes un père de famille, vous savez, vous jouez certainement le rôle de médiateur, un tel qui a pris le sac de l'autre et puis on court, on essaie d'arranger. Bon. Mais pour les situations beaucoup plus complexes, cela nécessite un savoir-faire spécifique. Voilà. Il y a des écoles qui forment des médiateurs, mais comme toute école aussi, on peut avoir la formation et ne pas être un bon médiateur non plus. Donc, il y a cette prédisposition à être médiateur qui sont dans certaines personnes. Il y en a. Moi, j'ai travaillé avec 2 médiateurs sur le dossier irakien qui n'ont pas été formés pour être médiateurs. Mais Dieu seul sait qu'ils sont très bons dans ce qu'ils font. Donc, ils ont accumulé des expériences. Des expériences, ça va avec le temps, ça va aussi avec une prédisposition naturelle. Et ça veut dire, quelles sont les qualités qu'on doit avoir? Quand vous parlez de prédisposition, vous parlez d'expérience. Quelles sont les qualités d'un bon médiateur? Les qualités d'un bon médiateur, d'abord, c'est l'écoute. L'écoute, en ce sens, pas l'écoute quotidienne qu'on fait. Écouter l'autre dans sa vérité. Pas l'entendre, mais l'écouter. L'écouter. L'écoute est primordiale. Mais maintenant, il y a des techniques d'écoute et tout ça là. Mais l'écoute inclut dans ce cas aussi le non-verbal. Et après l'écoute, on peut parler aussi de la posture même du médiateur. C'est quelqu'un qui doit être sérieux
d'abord envers lui-même et envers les autres. Et après, il y a le respect, les règles de base et tout, mais la qualité la plus importante, c'est d'abord l'écoute. Et quand on dit l'écoute, généralement les gens disent, et c'est bien d'ailleurs que vous avez fait la nuance, pas entendre, écouter. Et écouter est un exercice vraiment difficile. Écouter, ça sous-entend la compréhension. La compréhension, oui, mais la compréhension par rapport à ce que l'autre dit, pas votre compréhension de la situation. Parce que si vous me dites par exemple, et généralement avec les étudiants on fait cet exemple classique, du début de la classe, on dit quelque chose dans l'oreille de l'autre, et on se le dit dans les oreilles. Arrivé à la fin, le message est complètement totalement différent. travesti. Voilà. L'écoute de la compréhension de ce que l'autre vit dans sa globalité, sans filtre. Et là, ça nous ramène encore sur les émotions. Ne pas prendre ces émotions et en faire sien. Donc, si je reviens dans la crise togolaise, c'est sûr que il y a le pouvoir, le parti au pouvoir et l'opposition. Maintenant, le facilitateur doit avoir cette habileté à écouter le parti au pouvoir dans sa compréhension du conflit et écouter l'opposition aussi dans sa compréhension du conflit. Parce que s'il y a un conflit généralement, c'est parce qu'il y a une perception ou bien il y a un problème supposé réel ou pas d'une situation qui met les gens dans les deux camps, dans des camps opposés. De toute façon, il y a une divergence de perception. On ne voit pas les choses de la même façon. De la même manière. Mais maintenant, pour que cette divergence devienne un conflit, il y a certaines étapes. Parce que toi et moi, vous pouvez aimer le bleu, j'aime le rouge. On a des divergences par rapport aux couleurs, mais ça ne fait pas un conflit. Donc, le facilitateur doit être constamment à l'écoute des deux parties et avoir à l'esprit qu'est-ce qui nous unit. C'est sûr que si je reprends encore l'exemple togolais, les deux parties veulent le bien de ce pays. On peut, le gouvernement, je ne pense pas que le gouvernement veut, par exemple, diriger un pays mal en point. Et la logique, je dis bien la logique, voudrait que l'opposition qui aspire un jour à diriger ce pays ne voudrait pas le mettre à feu et à sang avant de le diriger. Donc, il y a nécessairement un point commun. Quel est ce point commun? Comment on peut travailler à faire taire ces divergences et aller vers ce qui nous unit? C'est ça le rôle du facilitateur. Maintenant que c'est dit, j'ai envie de vous demander, est-ce que les médiateurs qui sont convoqués dans le cadre du conflit togolais sont de bons médiateurs, notamment les présidents guinéens, ghanéens? Je dirais que ce sont de très bons médiateurs parce que d'abord, si je suis le cursus, la préparation, la pré-facilitation, tout ce qui s'est passé, ils sont patients. Et ça, c'est une qualité aussi d'un très bon facilitateur. Je me rappelle, l'opposition a voulu ne pas rencontrer, tel a fait, tel, je ne le verrai pas, des choses. Bon. Mais ils ont été patients. Donc il s'est passé beaucoup de temps depuis qu'ils sont rentrés en jeu jusqu'à la convocation du dialogue. Voilà. Ça veut dire que c'est une étape importante? Très importante, la pré-facilitation, la pré-médiation, parce que c'est là que tout se joue. On a l'habitude de dire que dans la pré-médiation, pré-facilitation, le facilitateur est comme un architecte. En prévision de la rencontre prochaine, il rencontre d'abord les parties individuellement. Explique-moi ton problème. Explique-moi le point sur lequel tu n'es pas d'accord. Quel serait ton mésor? Et mésor, c'est un terme technique qui veut simplement dire la meilleure, comment définir ça, la meilleure offre, là où tu peux accepter aller. Qu'est-ce que tu peux perdre? Qu'est-ce que tu peux gagner? Explique-moi tout ça.
il rencontre l'autre partie. Donc, la préfacilitation lui permet d'avoir une idée généralement globale de la situation avant même qu'on entame. Et il établit, c'est là-bas aussi qu'il établit les règles de base, les règles de fonctionnement. On ne va pas se chicaner, on ne va pas se tirer dans les pieds, on va être courtois et parler justement de ce qui nous unit. Alors, dans le cadre de l'Afrique, on voit que généralement, pour désigner les facilitateurs, on choisit les anciens chefs d'État ou les chefs d'État en fonction. Ça veut dire que quand on est président, on est médiateur d'office. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de formation? C'est le poste qui donne les qualités? Non, le poste ne donne pas la qualité, mais le poste donne une certaine prédisposition, comme je le disais. Vous savez, être chef d'État, c'est jongler avec des intérêts divergents. Gérer un pays, en fait, c'est ça. Si on le ramène à la base. La gestion des contradictions. Voilà. Il y a parce qu'on parle souvent de l'intérêt général, mais l'intérêt général en lui-même englobe des intérêts particuliers qui sont des fois très antagonistes. Et c'est cet antagonisme que les présidents, les chefs d'État gèrent au quotidien. Donc, ils sont déjà rompus à gérer des situations difficiles comme ça. Maintenant, je pense que dans le choix de ces chefs d'État aussi, il y a un jugement, comment dirais-je, de nature à voir la personne même du médiateur choisi. Est-ce qu'il est... Et comme je le disais tantôt, ce sont des très bons médiateurs. En tout cas, dans la phase préliminaire, en pré-facilitation, ce qu'ils ont fait, c'est remarquable. J'en connais qui n'auront pas cette patience parce que cette crise, elle a commencé, ça fait 6 mois. Ouais. Les tractations, et si je me rappelle, je me reporte à ce qui est dit sur WhatsApp et tout ça, les réseaux sociaux, il faut avoir quand même une certaine hauteur, un dépassement de soi pour arriver à cette facilitation. Et le fait d'avoir réussi à ramener les deux parties autour de la table de négociation, c'est un premier succès de la facilitation, on va dire, parce que le 19 août, les deux parties n'étaient pas dans les mêmes prédispositions à les discuter. Oui, c'est déjà un succès, une victoire. Je dirais, quand la prémédiation est réussie, 50%, et des fois même jusqu'à 70% du travail est fait. Oui, mais vous avez eu à travailler en Centrafrique, dans la prémédiation de ce qui s'est passé dans ce pays. Oui. Quelles ont été les difficultés principales quand vous rencontrez les deux parties? Bon, moi, ma difficulté était d'ordre personnel. Vous venez, vous ne connaissez pas la culture et tout. Ouais. Et vous êtes face à un conflit, et là-bas c'était vraiment un conflit, pas du type communautaire, mais très larvé. Par conflit larvé, j'entends, l'exemple classique c'est l'iceberg. Vous ne voyez que la pointe, et vous croyez que vous connaissez tout. Il y a le gros du problème qui est en bas. Ouais. Maintenant, donc il faut se documenter, faire un travail... Vous n'avez pas le temps généralement de vous documenter. Parce que bon, vous êtes assis dans votre bureau au Canada, on vous envoie le dossier, vous étudiez le dossier. Sauf que, je vais vous donner un exemple assez cocasse. Et là, ce n'était pas en Centrafrique. Je faisais une médiation pour un groupe de Congolais résidant au Canada. Et la prémédiation s'était bien passée. Puis en médiation, le gars... le sage du groupe refuse de parler. Je lui pose la question. Ça ne l'intéressait plus. Alors j'ai demandé un caucus pour les rencontrer individuellement. Et là, il me dit que dans sa culture, une femme ne peut pas parler avant un homme. Je lui fais remarquer qu'on est quand même au Canada et au 21e siècle. Et ce point n'était pas soulevé en prémédiation. Donc, je ne peux pas vous faire une faveur au risque de manquer à ma neutralité, mais je vais quand même essayer de soulever le problème aux autres. Pour essayer Voilà, donc, généralement, ce sont des petites broutilles qui bloquent une situation. On a beau se documenter et tout, et c'est là même que l'importance de l'écoute, tant verbal que non verbal, devient très essentiel. Mais aussi,
connaître la culture de l'autre. Hein. La culture de l'autre, elle est importante. Mais à elle seule, bon, je dirais qu'elle prend 40 à 50%, de 30 à 40, pour être plus en accord avec ce que je dis. Mais la culture de l'autre, sinon, il y a des médiateurs, excusez-moi le terme, blancs qui viennent régler les problèmes ici. Oui. Donc, c'est vrai, il y a une connaissance de la culture qui est un prérequis, mais elle n'est pas tout. Un bon écouteur et un bon patient, pas un bon patient au terme d'un patient à l'hôpital, hein, un bon médiateur qui est patient peut valablement aller à l'encontre et peut valablement résoudre un problème, même s'il a une connaissance assez faible de la culture du pays dans lequel il est. Mais aussi de la crédibilité, parce que celui que vous avez en face comme facilitateur, s'il n'est pas crédible, s'il a derrière lui des casseroles, un passé sulfureux, est-ce que ça ne peut pas jouer contre la médiation? Oui et non. Oui, en ce sens que ça dépend de ce que vous appelez passé sulfureux. Si c'est un criminel et il doit gérer un problème de crime, ou bien si, excusez-moi le terme, c'est un nazi qui est appelé à médier sur un problème racial, c'est sûr que c'est... Mais je vous donne un exemple concret. Hein. Oui. Surtout dans le cadre de la crise togolaise, oui. l'Organisation internationale de la francophonie avait voulu envoyer au Togo une mission de facilitation dirigée par la Nigérienne Aissata Mindaoudou, que l'opposition avait récusée au motif qu'en 2005, voilà, dans sa médiation, elle avait parti pris pour le parti au pouvoir. Bon, ce problème, tel que moi je le comprends, je le prendrai sur deux aspects. L'un politique et l'autre qui se situe dans le cadre de la médiation. Bon. Moi, je pense que l'opposition a agi un peu trop vite au niveau de la médiation parce que c'est une dame quand même qui a du bagage. Ouais. On ne peut pas, on lui demande de faire, de résoudre un conflit. Commençons la prémédiation avec elle. Et à partir de la prémédiation, on saura la manière dont elle intervient dans ce cas-ci. Ça, c'est l'aspect médiateur, le cadre de médiateur. Donc, pour moi, on n'avait pas a priori la taxer de quelqu'un qui n'est pas crédible. Le deuxième aspect, c'est sur le point politique. Si on aspire à gérer un pays, il y a des décisions qu'on ne prend pas. L'Organisation internationale de la francophonie, elle est là et elle demeure. Et le Togo en fait partie. Veut pas, qu'on soit dans l'opposition aujourd'hui, si on aspire vraiment à gérer ce pays, un jour, on aura à travailler avec ces responsables qu'on a taxés aujourd'hui de pas crédibles. Donc, pour moi, si je prends ces deux aspects, l'opposition togolaise devrait quand même mettre un peu d'eau dans son verre, quitte à aller à la prémédiation afin de voir l'annonce, comment la médiation, la facilitation serait, avant de prendre une décision. Et cela n'a pas été fait malheureusement. Et donc, du coup, la médiation est revenue, comme on l'a dit tantôt, aux présidents ghanéens et guinéens qui ont entamé un travail, qui ont réussi à ramener les deux parties autour de la table de négociation. Quand on mène une médiation, est-ce qu'on est obligé d'obtenir un résultat, d'obtenir un accord dans le cadre de la facilitation? Là, dans la facilitation, et ça je le disais tantôt, oui. Le but même de la facilitation, c'est d'avoir un résultat, un accord. Oui. Maintenant, s'il n'y a pas accord, est-ce que c'est le facilitateur qui a échoué ou ce sont les deux parties? Les deux parties ont échoué. Maintenant, il y a toujours un accord. Mais ne pas être d'accord, c'est aussi un accord. Voilà. Mais, vous voyez, surtout dans la crise togolaise, ce qui me gêne un peu, si je dois le dire ainsi, c'est que
on a faire la même chose avec les mêmes moyens et espérer un résultat différent, c'est la folie. Soyons d'accord là-dessus. Vous ne pouvez pas faire la même chose avec les mêmes moyens et espérer que le résultat d'aujourd'hui sera différent du résultat d'hier. Les scientifiques disent les mêmes causes produisent les mêmes effets. En d'autres termes. On a suffisamment fait le boycott de la pratique de la chaise vide. Qu'est-ce que ça a rapporté concrètement au pays du point de vue développement? Rien. Moi, je pense que les deux parties aujourd'hui ont l'obligation de sortir avec un accord pour l'intérêt même du pays. Personne ne veut que ce pays regresse. Parce que si moi j'écoute les discours tant de l'opposition que du parti au pouvoir, on est d'accord que le pays doit évoluer. Et c'est pour ça d'ailleurs que je disais qu'il y avait une crise sociale. Et la crise sociale est versée sur dans le domaine politique. Dans le domaine politique. Mais ce constat étant fait, il faut voir le rôle de la société civile aussi. Parce que c'est en fait le chien de garde de la démocratie et du développement d'un pays. Si la société civile se colore ou bien se transforme en parti politique ou bien devient un courroie de transmission des intérêts politiques, alors là, on n'a plus. D'abord, elle n'est plus crédible. Et elle n'étant plus crédible, elle ne peut plus faire cette pression qu'elle devrait normalement faire sur les acteurs politiques lors d'une facilitation. Est-ce que c'est le cas au Togo? Vous pensez que la société civile n'a pas assez joué son rôle pour le dénouement de la crise? Je dirais quelque chose qui va vous surprendre, c'est que je pense que la société civile togolaise, hormis... les gens ne savent même plus ou bien ne veulent pas savoir. C'est difficile de réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Les gens ne veulent pas savoir ce qu'est la société civile en fait. Si une société civile se définit toujours par rapport à une société politique. S'il y a une société civile, ça veut dire qu'il y a une société politique. Maintenant, que la société civile fasse son... comme j'allais dire, comme les Québécois, fasse sa job, fasse ce qu'elle doit faire sur le terrain dans la société et qu'elle laisse la société politique, les partis politiques faire leur job. Ça veut dire quoi? Que la société civile n'a pas le devoir de se prononcer sur les questions politiques? Est-ce que c'est cela ou... La société civile se prononce sur des problèmes politiques. Mais la société civile ne doit pas être un courroie de transmission des idées d'un quelconque parti. Il y a une nuance à faire. C'est vrai, et on n'a pas assez de routes. C'est le rôle de la société civile de dénoncer cela. Mais dénoncer suppose aussi proposer. Et ça, généralement, les gens ne le font pas. Vous dénoncez quelque chose, vous proposez par la suite. Et votre job s'arrête là-bas. Maintenant, le même problème. Pour les partis politiques, si je prends le gouvernement par exemple, cette route-là n'est pas prioritaire. Donc, dans 10 ans, on va le faire. Il y a d'autres routes plus prioritaires. Le gouvernement agit selon les priorités. Maintenant, c'est le rôle, ça revient encore à la société civile, de démontrer, de proposer pourquoi cette route est importante et qu'on doit la faire. Si le gouvernement dit qu'elle n'est pas prioritaire, ça veut dire aussi qu'en face du gouvernement, il y a toujours l'opposition. Et l'opposition, son rôle, c'est de critiquer le gouvernement. Ne nous voilons pas la face. Le rôle, et d'ailleurs même dans les régimes parlementaires, le leader de l'opposition a un rôle spécifique. Et il y a un cabinet, un shadow cabinet, qui critique les actions. Donc, le parti, l'opposition dira que cette route-là est prioritaire. Juste pour critiquer le gouvernement. Mais maintenant, ça revient au parti civil, à la société civile, de voir la pertinence de ce qu'elle dit. Pas
ce que le gouvernement dit, ce n'est qu'en ces termes qu'on le jugera assez crédible pour qu'elle puisse faire son travail. Et pourquoi, dans nos sociétés africaines, la société civile est généralement politisée? Disons les choses, appelons un chat un chat. Hein? Oui. La société civile, à mon avis, est politisée d'abord parce que on n'a pas vraiment une société civile digne de ce nom. Parce que si vous reprenez par exemple le livre blanc de l'Union européenne ou bien les Nations Unies sur tout ce qui est société civile, il ressort deux choses. C'est un amalgame hétéroclite d'organisations et tout, mais il ressort deux choses. Ils ne font pas dans le gouvernement et ils ne font pas dans l'économie. Ça veut dire quand je dis ils ne font pas, je veux dire ils n'aspirent pas à devenir une branche du gouvernement et ils n'aspirent pas à influer de manière de gestionnaire dans l'économie. La société civile dénonce, la société civile propose, la société civile soutient. La société politique, la bête politique, elle, tout ce qui peut l'aider dans sa conquête du pouvoir, elle ira dans ce sens. Donc, c'est à la société civile de ne pas s'encoquiner avec la bête politique. Mais malheureusement, je vois, il y a certaines sociétés civiles qui ont repris mot à mot les points, les positions d'un milieu politique. Voilà, du collectif des 14. Là, il faut le dire. Le contraire aussi possible. Il y a des organisations de la société civile aussi qui relaient les discours politiques du parti au pouvoir. Vous avez dit le contraire aussi est possible. Oui, c'est possible. Mais jusqu'à date, peut-être que je ne vois pas au bon endroit, mais je n'ai pas encore, soyons sincères, je n'ai pas encore vu une société civile qui réclame, qui donne le point de vue, qui devient la caisse de résonance du parti au pouvoir. Bon, peut-être que je ne vois pas au bon endroit, mais je peux vous dire qu'il y a une ou deux sociétés civiles qui sont, moi je les qualifie de caisse de résonance des 14. Maintenant, si on prend le parti au pouvoir, ce que nous disons aujourd'hui, ce n'est pas que la société civile n'a pas à parler politique. Et ce n'est pas non plus que les dirigeants d'une société civile ne doivent pas avoir une position politique. Mais ça revient dans leur éthique. Moi, par exemple, si vous êtes à la tête, vous êtes un dirigeant d'une société civile, vous avez vos opinions politiques. Vous pouvez les exercer d'une manière politique, mais pas au nom de l'association. Mais dans un contexte où les jeunes ne sont pas bien clarifiés, où pour le dire avec euphémisme, nous sommes en voie de démocratisation, on est à la recherche, certains sont à la recherche d'alternance. Est-ce que ce n'est pas ce contexte qui favorise la non-clarification de la position de la société civile? Non, M. Bokor, je dis non. Parce que toute société civile a un test. Et si tu vois les tests, la société civile est apolitique. On est apolitique. C'est généralement l'article premier de cette société civile. Apolitique, non gouvernementale et tout. Ça, c'est les tests. Mais on n'a pas besoin... Si vous avez écrit vous-même ces textes, alors respectez-les. Oui, mais je vous donne un exemple par exemple. Oui. Il existe une association de la société civile cooptée comme telle, lors des dialogues précédents, réseau des ministres femmes... réseau des ministres, réseau des femmes ministres et parlementaires, REFAMP. Ah ouais. Oui. Bon. Ça, normalement, il faut aussi voir ça devrait être une amicale ou bien quelque chose. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas. Donc, si on a été ministre et parlementaire, forcément, ça veut dire qu'on avait les pieds à l'étrier politique. Oui. Donc, dans quelle mesure on peut convoquer ces associations comme étant des associations de la société civile? Oui, mais ce n'est pas parce qu'on a été ministre qu'on ne peut pas faire partie de la société civile non plus. Et c'est ça le dilemme.
Même un ministre en exercice peut, d'une certaine manière, faire partie d'une société civile. Quand nous disons société civile, par exemple, je dirais une société de bienfaisance publique, une ONG par exemple de bienfaisance, fait partie de la société civile. On peut être ministre et il fait partie. Il n'y a pas encore conflit d'intérêts. Oui, mais la société civile n'a pas vocation à exercer le pouvoir. Voilà. Mais tant que vous mettez votre chapeau de ministre, vous réagissez sur le terrain politique, vous êtes politique. Mais que ces réactions politiques ne viennent pas entacher vos activités dans l'autre organisation. Ce faisant, on a des sympathisants. On peut avoir une société civile qui est sympathisant et dont les dirigeants sont sympathisants d'un parti politique. C'est normal. Mais que cette organisation prenne position parce que les partis et les leaders de l'organisation sont des sympathisants de tel parti politique, alors là, je dis non. Il y a un problème. Alors, qu'est-ce qui se passe souvent si la facilitation n'aboutit pas à un accord? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut trouver un accord. Dans le cas togolais, par exemple, où il y a un dialogue avec une facilitation ou une médiation, si d'aventure ça n'aboutit pas à un accord, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous me direz qu'il faut trouver un accord. Et quand je parlais tantôt de Mésor, la meilleure offre, la meilleure solution